Le 23 janvier 1979, dans une petite commune rurale de Normandie, une jeune fille de 17 ans a donné naissance à un enfant dans des circonstances qui allaient bouleverser toute une région. 5 jours plus tard, elle et son nouveau-né avaient disparu sans laisser la moindre trace. Pendant des années, les autorités ont cherché des réponses. Mais ce qu'elles ont découvert en 1987, lors de travaux de rénovation dans une vieille grange abandonnée, a révélé une vérité si perturbante que même les enquêteurs les plus expérimentés ont eu du mal à l'accepter. Cette histoire n'est pas celle d'un enlèvement ordinaire. C'est l'histoire d'un secret familial si sombre qu'il a détruit plusieurs vies et hanté une communauté entière pendant près d'une décennie. Qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à fuir avec son propre enfant au cœur de l'hiver normand? Et pourquoi personne, absolument personne, n'a pu retrouver leurs traces pendant si longtemps? Avant de continuer avec cette histoire profondément troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'histoire commence dans la commune de Saint-Martin-le-Vieux, un village d'environ 800 habitants situé dans le département de l'Orne, en Basse-Normandie. En 1979, ce village était encore profondément ancré dans ses traditions agricoles. Les exploitations laitières dominaient le paysage vallonné, et la plupart des familles vivaient de l'élevage depuis des générations. L'église Saint-Martin, construite au XIIe siècle, se dressait au centre du village, surveillant les maisons en pierre qui s'alignaient le long de la rue principale. Le café-tabac, la boulangerie, une petite épicerie et la mairie constituaient l'essentiel du commerce local. Les habitants se connaissaient tous, et les secrets, dans ce type de communauté, étaient difficiles à garder. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. La famille Lefebvre faisait partie de ces lignées anciennes qui avaient toujours vécu à Saint-Martin-le-Vieux. Henri Lefebvre, né en 1934, avait hérité de la ferme familiale à la mort de son père en 1958. C'était une exploitation moyenne d'une trentaine d'hectares, principalement dédiée à l'élevage de vaches laitières. Henri était considéré comme un homme travailleur, discret, peut-être un peu trop sérieux selon certains voisins. Il s'était marié en 1959 avec Geneviève Dumas, la fille d'un fermier de la commune voisine. Leur fille unique, Marie-Claire, était née en octobre 1961. La ferme Lefebvre se trouvait à environ 2 kilomètres du centre du village, au bout d'un chemin de terre qui serpentait entre les haies de hêtres typiques du bocage normand. La maison, une construction en pierre avec des volets verts, datait du XIXe siècle. Elle comportait 2 étages et était attenante à une grande grange où Henri entreposait son matériel et son fourrage. Derrière la maison, un jardin potager soigneusement entretenu témoignait du caractère méthodique d'Henri. L'exploitation était modeste, mais bien tenue, et la famille vivait confortablement sans luxe excessif. Geneviève Lefebvre était décrite par ceux qui l'avaient connue comme une femme douce et pieuse, très investie dans les activités paroissiales. Elle enseignait le catéchisme aux enfants du village et participait activement aux œuvres caritatives de l'Église. Marie-Claire, leur fille, avait grandi dans cet environnement profondément catholique et traditionnel. Petite fille, elle était décrite comme timide, mais intelligente, avec de bons résultats scolaires. Elle avait les cheveux châtain clair de sa mère et les yeux bleus caractéristiques de la famille Lefebvre. Tout a changé en mars 1976. Geneviève est décédée brutalement d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 42 ans. Elle s'était effondrée dans la cuisine un mardi matin alors qu'elle préparait le petit déjeuner. Henri l'avait trouvée inconsciente au sol. Les pompiers étaient arrivés rapidement, mais elle est morte pendant le transport vers l'hôpital d'Alençon. Marie-Claire, qui avait alors 14 ans, était à l'école quand c'est arrivé. Le curé du village, Père Laurent, était venu la chercher en classe pour lui annoncer la terrible nouvelle. Les funérailles avaient rassemblé tout le village. C'était un événement tragique qui avait profondément marqué la communauté. Geneviève était appréciée de tous,
et sa mort prématurée avait laissé un vide difficile à combler. Pour Marie-Claire, la perte de sa mère avait été dévastatrice. Selon son professeur principal de l'époque, Madame Hélène Garnier, la jeune fille avait complètement changé après cet événement. Elle était devenue plus renfermée, plus distante avec ses camarades de classe. Ses notes, qui étaient excellentes, avaient commencé à baisser progressivement. Henri, de son côté, s'était plongé dans le travail pour surmonter son chagrin. Il passait de longues heures au champ et dans la grange, ne rentrant à la maison que pour les repas et le sommeil. Les voisins disaient qu'on le voyait rarement au village désormais. Il avait cessé de fréquenter le café, où les fermiers se retrouvaient le dimanche après la messe. La sœur de Geneviève, Simone Dumas, qui habitait à Alençon, venait régulièrement pour aider avec le ménage et s'assurer que Marie-Claire allait bien. Mais ces visites s'espaçaient au fil du temps. Marie-Claire avait arrêté l'école à 16 ans, à la fin de sa 3e année, comme c'était encore courant à l'époque pour les enfants d'agriculteurs. Elle aidait son père à la ferme, s'occupant principalement de la traite du matin et de l'entretien de la maison. Les rares personnes qui la croisaient au village la décrivaient comme une jeune fille devenue très réservée, presque invisible. Elle portait toujours des vêtements sombres et amples, évitait le contact visuel et ne participait plus aux activités des jeunes de la paroisse. C'est au printemps 1978 que les premières inquiétudes ont commencé à émerger, même si personne n'en parlait ouvertement à l'époque. Madame Colette Renard, l'épicière du village, avait remarqué que Marie-Claire ne venait plus faire les courses. C'était toujours Henri qui venait, une fois par semaine, acheter les provisions nécessaires. Il était devenu encore plus taciturne qu'avant, répondant par monosyllabes aux questions polies sur sa fille. Quand on lui demandait comment allait Marie-Claire, il répondait simplement qu'elle l'aidait à la ferme et qu'elle préférait rester à la maison. Le docteur Michel Beaumont, qui tenait le cabinet médical du village depuis 25 ans, avait vu Marie-Claire pour la dernière fois en septembre 1978. Henri l'avait amenée parce qu'elle se plaignait de nausées persistantes. Le médecin avait trouvé la jeune fille très pâle et amaigrie. Elle évitait son regard et répondait à peine à ses questions. Henri expliquait que sa fille mangeait peu depuis quelques semaines et qu'il s'inquiétait pour sa santé. Le docteur Beaumont avait prescrit des vitamines et des fortifiants, conseillant une alimentation plus riche. Il avait noté dans son dossier que Marie-Claire semblait présenter des symptômes de dépression, ce qui n'était pas surprenant compte tenu de la perte de sa mère 2 ans plus tôt. Ce que le docteur Beaumont n'avait pas pu déterminer lors de cette consultation, c'était que Marie-Claire était enceinte d'environ 3 mois. Elle portait une robe ample qui dissimulait son ventre encore peu prononcé, et le médecin, concentré sur les symptômes décrits par Henri, n'avait pas effectué d'examen plus approfondi. Ce n'est que bien plus tard, lors de l'enquête, que le docteur Beaumont réaliserait avec horreur qu'il avait manqué les signes évidents d'une grossesse ce jour-là. Les mois suivants, la ferme Lefebvre était devenue encore plus isolée du reste de la communauté. Henri ne venait plus au village que pour les courses essentielles, et personne ne voyait jamais Marie-Claire. Tante Simone, qui téléphonait régulièrement pour prendre des nouvelles, se plaignait qu'Henri devenait de plus en plus évasif. Quand elle proposait de venir rendre visite, il trouvait toujours une excuse. La ferme était trop occupée. Marie-Claire avait attrapé un rhume. Ce n'était pas le bon moment. Simone, qui avait sa propre famille à gérer à Alençon, avait fini par espacer ses appels, sans se douter de ce qui se passait réellement dans cette maison isolée. Le 23 janvier 1979 était un mardi. Il faisait un temps glacial typique de l'hiver normand, avec un ciel bas et gris qui menaçait de neige. À 5 heures du matin, alors que la nuit couvrait encore la campagne, Marie-Claire Lefebvre a donné naissance à un garçon dans sa chambre à l'étage de la ferme familiale. Il n'y avait pas de médecin, pas de sage-femme, personne pour l'aider, sauf son père Henri. Ce que nous savons de cette nuit vient principalement des déclarations qu'Henri Lefebvre a faites aux gendarmes 5 jours plus tard, quand tout a éclaté au grand jour. Selon lui, le travail avait commencé vers minuit. Marie-Claire avait commencé à avoir des contractions douloureuses. Henri prétendait qu'il avait voulu appeler un médecin,
mais que Marie-Claire l'avait supplié de ne pas le faire. Elle aurait eu honte, aurait eu peur du scandale dans le village. Henri disait avoir fait de son mieux pour l'aider, se basant sur des souvenirs flous de la naissance de Marie-Claire elle-même, 17 ans plus tôt. L'accouchement avait duré plusieurs heures. Marie-Claire avait souffert terriblement, mais le bébé était finalement né aux premières lueurs de l'aube. C'était un garçon de taille normale, qui avait pleuré fort dès sa première respiration. Henri avait coupé le cordon avec des ciseaux stérilisés au-dessus de la flamme d'une bougie, comme on le faisait autrefois dans les campagnes. Il avait lavé le nouveau-né avec de l'eau tiède et l'avait enveloppé dans des serviettes propres. Marie-Claire, épuisée et en état de choc, avait tenu le bébé contre elle pendant quelques minutes avant de sombrer dans un sommeil agité. Les 3 jours suivants, Henri continuait ses activités quotidiennes comme si de rien n'était. Il faisait la traite matin et soir, s'occupait des vaches, accomplissait toutes les tâches habituelles de la ferme. À l'intérieur de la maison, Marie-Claire restait alitée avec son nouveau-né. Henri montait régulièrement pour lui apporter de la soupe et vérifier que le bébé allait bien. Il affirmait que Marie-Claire était très faible, qu'elle dormait beaucoup, qu'elle avait du mal à s'alimenter. Le vendredi 26 janvier, Henri s'est rendu au village vers 10 heures du matin pour acheter du lait en poudre pour nourrissons et des couches à l'épicerie. Madame Renard, l'épicière, s'était étonnée de cet achat inhabituel. Quand elle avait demandé à Henri si tout allait bien, il avait répondu d'un ton sec que c'était pour le chat qui avait eu des chatons. Cette explication avait semblé étrange à Madame Renard, car on n'achète pas de lait maternisé pour des chatons, mais elle n'avait pas insisté. Elle avait cependant raconté cet échange à plusieurs clientes dans l'après-midi, plantant la première graine de suspicion dans l'esprit des villageois. Le samedi 27 janvier au soir, une violente tempête de neige s'est abattue sur la région. C'était une de ces tempêtes hivernales brutales qui paralysent la Normandie quelques jours par an. Le vent hurlait à travers les bocages et la neige tombait si drue qu'on ne voyait pas à 5 mètres devant soi. Les routes sont rapidement devenues impraticables. L'électricité a été coupée dans plusieurs hameaux, dont celui où se trouvait la ferme Lefebvre. Le dimanche 28 janvier au matin, la tempête s'était calmée mais avait laissé derrière elle près de 30 centimètres de neige. Les chemins de campagne étaient bloqués et il faudrait plusieurs jours pour les dégager. C'est ce matin-là qu'Henri Lefebvre est arrivé au village à pied, après avoir marché plus de 2 kilomètres dans la neige profonde. Il est entré directement à la gendarmerie, située sur la place principale à côté de la mairie. Il était environ 9h30. Le brigadier-chef Marc Tessier était de service ce dimanche-là. Il a tout de suite remarqué l'état d'Henri Lefebvre. Le fermier avait les vêtements trempés, le visage rouge par le froid et l'effort, et il tremblait de tout son corps. Mais ce qui a le plus frappé le brigadier, c'était l'expression sur le visage d'Henri, un mélange de panique et de résignation qu'il n'oublierait jamais. Henri a déclaré que sa fille Marie-Claire et son bébé avaient disparu. Il expliquait qu'il s'était réveillé vers 6 heures du matin et était monté voir comment allait Marie-Claire. La chambre était vide. Le lit défait, mais pas de traces de Marie-Claire ni du nouveau-né. Il avait cherché dans toute la maison, puis dans la grange et les bâtiments annexes, puis dans les champs autour de la ferme, appelant sa fille désespérément. Rien, comme si elle s'était volatilisée dans la nuit. Le brigadier Tessier, abasourdi par cette déclaration, avait immédiatement posé la question évidente. Quel bébé? Henri avait alors raconté toute l'histoire, l'accouchement dans la nuit du mardi au mercredi précédent, comment il avait aidé sa fille, comment il n'avait appelé personne par peur du scandale et pour protéger Marie-Claire. Sa voix tremblait en parlant et il répétait sans cesse qu'il aurait dû appeler un médecin, qu'il aurait dû faire les choses différemment. Le brigadier Tessier avait immédiatement contacté le commandant de la gendarmerie d'Alençon. Malgré les routes difficiles, une équipe était arrivée à la ferme Lefebvre en début d'après-midi. Ils avaient trouvé la maison dans un état qui confirmait en partie le récit d'Henri. Dans la chambre de Marie-Claire, à l'étage, le lit portait des traces de sang séché sur les draps. Il y avait des serviettes tachées dans une bassine près du lit. Sur la commode, des vêtements de bébé étaient pliés, ainsi qu'un paquet de couches entamées et des biberons.
mais aucune trace de Marie-Claire ni de l'enfant. Les gendarmes avaient fouillé méthodiquement toute la propriété. Dans l'armoire de Marie-Claire, ils avaient constaté qu'il manquait plusieurs vêtements, ainsi qu'un gros manteau d'hiver qui était habituellement accroché dans l'entrée. Un sac de voyage qui se trouvait normalement dans le grenier n'était plus là. Ces éléments suggéraient que Marie-Claire était partie de son plein gré, emportant des affaires pour elle et le bébé. Mais comment une jeune fille de 17 ans, qui venait d'accoucher 5 jours plus tôt, avait-elle pu partir à pied avec un nouveau-né en pleine tempête de neige? Et surtout, où avait-elle pu aller? L'enquête initiale s'était déployée avec toute l'urgence que méritait la disparition d'une jeune mère et de son nouveau-né en plein hiver. L'inspecteur Jean-Claude Martineau, un homme d'une 50aine d'années avec 25 ans d'expérience dans la gendarmerie, avait pris la direction de l'investigation dès le lundi matin. C'était un enquêteur méthodique, connu pour sa patience et son attention aux détails, mais même lui avait été déconcerté par les circonstances de cette affaire. Les premières 48 heures avaient été critiques. Malgré la neige qui compliquait considérablement les recherches, des équipes de gendarmes et de volontaires locaux avaient ratissé systématiquement tous les environs de la ferme Lefebvre. Ils avaient fouillé les granges abandonnées, les cabanes de chasseurs, les hangars agricoles dans un rayon de 10 kilomètres. Des chiens pisteurs avaient été amenés de la caserne d'Alençon. Les animaux avaient bien détecté une piste partant de la maison, mais celle-ci s'arrêtait brusquement au bout du chemin de terre, là où commençait la route départementale. Cela suggérait fortement que Marie-Claire était montée dans un véhicule. Mais quel véhicule? Et conduit par qui? C'était la question cruciale qui allait hanter l'enquête pendant des années. Les gendarmes avaient interrogé tous les habitants du village et des communes voisines. Personne n'avait vu Marie-Claire depuis des mois. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Et surtout, personne n'avait circulé sur ces routes dans la nuit du samedi au dimanche à cause de la tempête. Les rares véhicules qui s'étaient aventurés dehors avaient été recensés et leurs conducteurs interrogés. Tous avaient des alibis solides. L'interrogatoire d'Henri Lefebvre avait duré plusieurs jours. L'inspecteur Martineau avait très vite compris qu'il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cette affaire, au-delà de la simple disparition. Les questions qu'il posait à Henri devenaient de plus en plus directes, de plus en plus difficiles. Qui était le père de l'enfant? Henri prétendait ne pas le savoir. Il disait que Marie-Claire avait refusé de lui dire, qu'elle pleurait chaque fois qu'il essayait d'aborder le sujet. Pourquoi n'avait-il pas appelé un médecin pour l'accouchement? Il répétait qu'il avait voulu protéger sa fille de la honte, que dans leur communauté catholique conservatrice, une grossesse hors mariage était considérée comme un déshonneur terrible. Mais il y avait autre chose dans le comportement d'Henri qui troublait l'inspecteur Martineau. Le fermier semblait porter un poids immense, une culpabilité qui allait au-delà du remords d'avoir mal géré la situation. Quand on lui demandait s'il pensait que Marie-Claire reviendrait, Henri secouait la tête lentement et murmurait « Elle ne reviendra jamais. C'est mieux comme ça ». Ces mots étranges avaient été soigneusement notés dans le rapport d'enquête. La sœur de Geneviève, Simone Dumas, était arrivée de sa maison d'Alençon dès qu'elle avait appris la nouvelle. Sa réaction avait été un mélange de choc et de culpabilité. Elle s'en voulait terriblement de ne pas avoir insisté davantage pour venir voir Marie-Claire ces derniers mois. Elle racontait aux enquêteurs qu'Henri était devenu de plus en plus distant après la mort de Geneviève, qu'il décourageait les visites, qu'il disait toujours que Marie-Claire allait bien, mais préférait la tranquillité. Simone avait pensé que c'était la manière dont la jeune fille gérait son deuil, et elle avait respecté cette distance. Maintenant, elle se demandait ce qui s'était réellement passé dans cette ferme isolée pendant ces 2 années et demie. Les analyses médicales des draps et des serviettes tachées de sang avaient confirmé qu'un accouchement avait bien eu lieu récemment. Le groupe sanguin correspondait à celui de Marie-Claire, enregistré dans son dossier médical. L'examen de la chambre avait révélé quelque chose d'encore plus troublant. Sur le mur, au-dessus du lit, les gendarmes avaient trouvé des marques d'ongles dans le papier peint, comme si quelqu'un s'était agrippé au mur pendant des heures de souffrance.
Cette découverte avait glacé le sang de tous ceux qui l'avaient vue. Les semaines suivantes, l'enquête s'était élargie bien au-delà de Saint-Martin-le-Vieux. Des avis de recherche avec la photo de Marie-Claire avaient été diffusés dans toute la France. Sa photo, prise lors de sa dernière année de scolarité en 1977, montrait une jeune fille au visage fin et pâle, aux cheveux châtains tirés en arrière, avec un regard mélancolique qui semblait porter bien plus que ses 15 ans. Cette image allait être placardée dans les gares, les commissariats, les mairies de dizaines de départements. Les hôpitaux et les cliniques de toute la région avaient été contactés. Si Marie-Claire avait des complications post-accouchement, elle aurait besoin de soins médicaux. Mais aucun établissement n'avait signalé l'admission d'une jeune femme, correspondant à sa description avec un nouveau-né. Les services sociaux, les refuges pour femmes en détresse, les couvents qui accueillaient parfois des filles-mères en difficulté, tous avaient été interrogés. Aucune trace de Marie-Claire Lefebvre. Une théorie avait rapidement émergé parmi les enquêteurs. Marie-Claire avait été aidée dans sa fuite. Quelqu'un était venu la chercher cette nuit de tempête, quelqu'un qui savait pour le bébé, quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour partir avec lui. Mais qui ? L'inspecteur Martineau avait méthodiquement reconstitué l'entourage de Marie-Claire. La jeune fille n'avait plus d'amis proches depuis qu'elle avait quitté l'école. Les quelques camarades de classe contactés avaient déclaré qu'elles avaient perdu contact avec elle après le décès de sa mère. Marie-Claire s'était progressivement retirée de toute vie sociale. Un nom revenait cependant dans plusieurs témoignages, Julien Marchand. C'était un jeune homme de 22 ans qui travaillait comme mécanicien dans un garage à Alençon. Il avait été dans la même école primaire que Marie-Claire, bien qu'il fût de 5 ans son aîné. Quelques personnes se souvenaient avoir vu Julien et Marie-Claire discuter à plusieurs reprises lors de la fête du village en août 1975, quelques mois avant la mort de Geneviève. Mais c'étaient des souvenirs vagues, et personne ne pouvait affirmer qu'il y avait eu quoi que ce soit entre eux. Julien Marchand avait été interrogé longuement. Il avait admis connaître Marie-Claire, mais affirmait qu'ils n'étaient pas proches. Il disait l'avoir croisée quelquefois au village, qu'ils avaient échangé des politesses, rien de plus. Concernant la nuit du 27 au 28 janvier, il avait un alibi. Il était chez ses parents à Alençon, et la tempête de neige avait rendu tout déplacement impossible. Ses parents avaient confirmé sa présence. De plus, sa voiture, une vieille Renault 4, était restée garée devant leur maison toute la fin de semaine, couverte de neige, ce que plusieurs voisins avaient pu attester. L'inspecteur Martineau avait dû reconnaître que Julien Marchand ne pouvait pas avoir été impliqué dans la disparition. Au fil des mois, l'enquête s'était progressivement refroidie. Sans nouveaux éléments, sans témoignages, sans aucune trace de Marie-Claire ou du bébé, les pistes s'épuisaient une à une. Henri Lefebvre continuait à vivre seul dans sa ferme, travaillant comme un automate. Les villageois l'évitaient désormais. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui les mettait profondément mal à l'aise, même s'ils n'auraient su dire exactement quoi. Des rumeurs circulaient, bien sûr. Certains murmuraient qu'Henri avait fait du mal à sa propre fille, qu'il l'avait peut-être tuée, elle et le bébé, que la disparition n'était qu'une mise en scène. Mais aucune preuve ne venait étayer ces soupçons, et Henri n'avait jamais été formellement accusé de quoi que ce soit. Simone Dumas venait régulièrement voir Henri, par sens du devoir familial plus que par affection. Elle trouvait son beau-frère changé, vieilli prématurément. Il parlait peu, accomplissait ses tâches quotidiennes mécaniquement, et passait ses soirées assis dans le salon, fixant le feu dans la cheminée sans dire un mot. Quand Simone essayait de parler de Marie-Claire, Henri se fermait complètement ou quittait simplement la pièce. En 1980, un an après la disparition, l'inspecteur Martineau avait tenté une dernière approche. Il était retourné voir Henri pour un interrogatoire informel, espérant que le temps aurait peut-être délié sa langue. Il s'était assis dans la cuisine de la ferme, celle-là même où Geneviève était morte 4 ans plus tôt. Martineau avait posé la question directement. « Monsieur Lefebvre, qui est le père de l'enfant de Marie-Claire » Henri avait levé les yeux vers lui,
et l'inspecteur avait vu quelque chose dans ce regard qu'il n'oublierait jamais. Ce n'était pas de la colère, ni du déni. C'était une résignation absolue, un poids écrasant de culpabilité. Mais Henri n'avait rien dit. Il s'était levé et avait demandé à l'inspecteur de partir. Et Martineau était parti, emportant avec lui la certitude troublante qu'Henri Lefebvre savait exactement ce qui s'était passé, mais ne le dirait jamais. Les années passaient, et la vie à Saint-Martin-le-Vieux avait repris son cours habituel, du moins en apparence. Mais le mystère de Marie-Claire Lefebvre restait comme une ombre sur la communauté. Les enfants du village grandissaient en entendant parler de la fille qui avait disparu, transformant progressivement l'histoire réelle en légende locale. La ferme Lefebvre, autrefois une exploitation prospère, déclinait lentement. Henri négligeait de plus en plus son travail. Le troupeau diminuait, les bâtiments tombaient en désuétude, les terres restaient en friche. Le docteur Beaumont, rongé par le remords d'avoir manqué les signes de la grossesse lors de cette consultation en septembre 78, était allé voir Henri à plusieurs reprises pour s'assurer de sa santé. Il trouvait le fermier dans un état préoccupant, amaigri, nerveux, dormant mal. Il lui avait prescrit des calmants, mais Henri refusait de les prendre, disant qu'il méritait de souffrir. Ces paroles avaient troublé le médecin, qui se demandait quel secret terrible Henri portait en lui. En 1983, Père Laurent, le curé de la paroisse, était allé voir Henri pour lui proposer une messe en mémoire de Marie-Claire. Cela faisait 4 ans qu'elle avait disparu, et beaucoup dans le village pensaient qu'elle était probablement morte, elle et son enfant. Henri avait refusé catégoriquement. « On ne fait pas de messe pour les vivants », avait-il dit. Puis il avait ajouté quelque chose d'étrange. Et même si elle est morte, elle n'aurait pas voulu de messe, pas après ce qui s'est passé. Le curé avait essayé d'en savoir plus, mais Henri s'était enfermé dans un mutisme total. C'est en avril 1987, 8 ans après la disparition, qu'un événement allait rouvrir le dossier de manière spectaculaire. Monsieur André Fontaine, un entrepreneur en bâtiment d'Alençon, avait acheté une vieille ferme abandonnée située à environ 5 kilomètres de la propriété Lefebvre. Cette ferme, connue localement comme la ferme Gauthier du nom de ses anciens propriétaires, était inoccupée depuis la mort du vieux fermier en 1975. Les héritiers, qui vivaient à Paris, avaient finalement décidé de vendre le terrain et les bâtiments en 1986. André Fontaine avait l'intention de rénover la vieille bâtisse pour en faire une résidence secondaire. Les travaux avaient commencé début avril. Une équipe d'ouvriers s'attaquait d'abord à la démolition des structures les plus délabrées, notamment une grande grange qui menaçait de s'effondrer. Cette grange, construite en pierre et en bois au début du siècle, n'avait pas été utilisée depuis des décennies. Elle servait simplement d'entrepôt pour du vieux matériel agricole rouillé et abandonné. Le mercredi 15 avril 1987, vers 10 heures du matin, 2 ouvriers, Pascal Durand et son jeune apprenti Christophe Leblanc, travaillaient à démonter les planches de bois qui constituaient une partie du mur intérieur de la grange. C'était un travail pénible, car le bois était pourri et infesté d'insectes, et la poussière rendait la respiration difficile. Ils portaient des masques de protection et progressaient méthodiquement, arrachant les vieilles planches une par une. Vers 11 heures, alors que Pascal retirait une grande planche près du sol, quelque chose était tombé derrière elle avec un bruit sourd. Christophe s'était penché pour voir ce que c'était, pensant qu'il s'agissait d'un vieil outil ou d'un morceau de métal. Ce qu'il avait vu l'avait fait reculer brusquement, le visage blême. « Pascal », avait-il dit d'une voix étranglée, « il faut appeler la police, tout de suite ». Derrière la planche, dans un espace étroit entre le mur de pierre et la cloison de bois, il y avait un sac de voyage en toile bleue. Un sac qui semblait avoir été caché là, volontairement, placé dans cet espace avant que les planches ne soient posées pour le dissimuler. Pascal avait approché une lampe torche et avait éclairé le sac. Il était vieux, couvert de poussière et de toiles d'araignée, mais encore intact, et il n'était pas vide. Les gendarmes étaient arrivés dans l'heure qui suivait. L'inspecteur Martineau, qui n'avait jamais vraiment oublié l'affaire Lefebvre,
avait été immédiatement alerté quand on avait mentionné la découverte d'un sac dans une ferme abandonnée près de Saint-Martin-le-Vieux. Il était arrivé rapidement sur les lieux, accompagné d'une équipe technique. Le sac avait été extrait avec précaution et ouvert dans la grange même, sous le regard des ouvriers qu'on avait priés de rester disponibles pour témoigner. À l'intérieur, soigneusement pliés, il y avait des vêtements de femme, une robe de chambre usée, 2 chemises de nuit, un pull en laine grise, un pantalon. Il y avait aussi des vêtements de nouveau-nés, de minuscules pyjamas, des bonnets, des chaussons tricotés à la main, et il y avait des documents. Dans une pochette en plastique, protégée de l'humidité, se trouvait le livret de famille des Lefebvre et la carte d'identité de Marie-Claire. Mais ce qui avait fait comprendre immédiatement à l'inspecteur Martineau l'importance de cette découverte, c'était un cahier. Un cahier d'écolier à couverture rouge, aux pages jaunies par le temps, rempli d'une écriture fine et appliquée. C'était le journal intime de Marie-Claire Lefebvre. L'inspecteur avait ouvert le cahier avec des mains gantées, son cœur battant plus fort. Les premières pages dataient de 1976, juste après la mort de Geneviève. C'étaient des entrées touchantes d'une adolescente de 14 ans en deuil de sa mère. « Maman me manque tellement, papa ne parle plus. La maison est si silencieuse maintenant. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer sans elle. » Mais plus loin dans le cahier, le ton changeait. Les entrées devenaient plus espacées, plus sombres, plus troublantes. En 1977. Papa a changé. Il me regarde différemment maintenant. J'ai peur de rester seul avec lui le soir. Puis en 1978, je ne peux en parler à personne. Qui me croirait? C'est mon propre père. J'ai tellement honte. L'inspecteur Martineau sentait son estomac se nouer en tournant les pages. Ce qu'il lisait confirmait la terrible suspicion qu'il avait eue pendant toutes ces années, mais qu'il n'avait jamais pu prouver. Marie-Claire décrivait avec des mots douloureux et hésitants les abus qu'elle subissait de la part de son père depuis des mois. Elle parlait de sa solitude totale, de son impossibilité à demander de l'aide, de sa peur et de sa honte écrasante. Une entrée datée de juin 1978 était particulièrement déchirante. « Je crois que je suis enceinte. Comment est-ce que je vais faire? Si les gens l'apprennent, ils sauront ce qu'il m'a fait, ou pire, ils penseront que c'est ma faute. Papa dit que personne ne me croira, que je serai chassé du village, que je finirai seul et méprisé. Je ne peux rien dire à personne. Je suis piégé. » La découverte du journal avait bouleversé toute l'enquête. Ce n'était plus une simple affaire de disparition. C'était un cas d'inceste, d'abus sur mineurs, et potentiellement bien pire. L'inspecteur Martineau avait immédiatement ordonné l'arrestation d'Henri Lefebvre. Les gendarmes s'étaient rendus à la ferme le soir même. Ils avaient trouvé Henri dans sa grange, en train de réparer un outil. Quand il avait vu les uniformes, il n'avait même pas semblé surpris. Il avait simplement posé son outil, essuyé ses mains sur son pantalon, et avait dit « Vous avez trouvé le sac alors ?» Cette simple phrase était un aveu en soi. Henri Lefebvre savait où se trouvait le sac. Il savait qu'il finirait par être découvert un jour. Pendant 8 ans, il avait vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, attendant que la vérité éclate au grand jour. Au poste de gendarmerie, Henri avait finalement commencé à parler. Pas tout de suite, pas facilement. Il fallait qu'on lui lise des passages du journal de Marie-Claire pour qu'il cesse de nier. Quand l'inspecteur Martineau lui avait lu à haute voix les mots de sa propre fille, décrivant ce qu'il lui avait fait subir, Henri s'était effondré, littéralement effondré, glissant de sa chaise pour se retrouver à genoux sur le sol froid du bureau, sanglotant comme un enfant. Les aveux qui avaient suivi étaient parmi les plus difficiles que l'inspecteur Martineau avait eu à entendre dans toute sa carrière. Henri avait raconté comment, après la mort de Geneviève, il s'était retrouvé seul avec Marie-Claire, comment sa solitude et son chagrin s'étaient transformés en quelque chose de monstrueux. Il avait commencé à voir sa fille différemment, à la voir comme une femme et non plus comme un enfant. Les premiers mois, il avait résisté à ses pensées. Mais progressivement,
L'isolement de la ferme, l'absence de tout contrôle social, la proximité quotidienne avec Marie-Claire, tout cela avait brisé les barrières morales qui le retenaient encore. Les abus avaient commencé à l'automne 1977, quand Marie-Claire avait 16 ans. Henri les décrivait comme s'il parlait de quelque chose qui lui était arrivé à lui, comme s'il avait été possédé par quelqu'un d'autre. Il répétait sans cesse qu'il aimait sa fille, qu'il ne voulait pas lui faire de mal, mais ses actes contredisaient cruellement ses paroles. Marie-Claire, terrifiée et isolée, n'avait personne vers qui se tourner. Son père lui avait fait croire que si elle parlait, c'est elle qui serait blâmée, que personne ne la croirait, qu'on la considérerait comme une séductrice qui avait détourné son propre père de la droiture. Quand Marie-Claire était tombée enceinte au printemps 78, Henri avait été pris de panique. Il avait d'abord envisagé de l'emmener se faire avorter dans une grande ville où personne ne les connaissait, mais Marie-Claire avait refusé catégoriquement. Elle était profondément catholique, malgré tout ce qui lui arrivait, et l'avortement était pour elle un péché impardonnable. Elle avait décidé de garder l'enfant, et Henri n'avait pas pu la faire changer d'avis. C'est alors qu'Henri avait commencé à mettre en place un plan. Il avait progressivement isolé Marie-Claire encore davantage, décourageant les visites de Simone, évitant que sa fille ne soit vue au village. Il avait fait croire que Marie-Claire était malade, qu'elle préférait rester à la maison. Pendant les derniers mois de la grossesse, Marie-Claire n'avait littéralement plus quitté la ferme. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, à lire, à tricoter de minuscules vêtements pour le bébé à venir, et à écrire dans son journal. Le plan d'Henri, tel qu'il l'avait expliqué aux enquêteurs, était simple dans sa cruauté. Après la naissance, il ferait disparaître le bébé. Il l'abandonnerait devant un hôpital ou une église dans une ville éloignée, quelque part où personne ne pourrait remonter jusqu'à eux. Puis, il inventerait une histoire pour expliquer la disparition temporaire de Marie-Claire, peut-être un séjour chez une tante imaginaire. Après quelques mois, la vie reprendrait comme avant, et personne ne saurait jamais ce qui s'était passé. Mais l'accouchement avait tout changé. Quand Marie-Claire avait tenu son bébé dans ses bras pour la première fois, quelque chose s'était brisé en elle, ou peut-être s'était réveillé. Henri avait vu dans ses yeux une détermination nouvelle, une force qu'il ne lui connaissait pas. Elle avait nommé le bébé Gabriel, du nom du grand-père maternel qu'elle n'avait jamais connu. Et elle avait dit à Henri, avec une fermeté qui l'avait surpris, « Tu ne toucheras pas à mon fils, jamais !» Les 3 jours qui avaient suivi avaient été tendus, presque irréels. Henri accomplissait ses tâches habituelles à la ferme, mais son esprit était ailleurs, torturé par la culpabilité et la peur. Et Marie-Claire restait dans sa chambre avec Gabriel, refusant de laisser Henri s'approcher du bébé. Elle dormait peu, toujours sur ses gardes, comme un animal protégeant sa progéniture d'un prédateur. Le vendredi, quand Henri était allé acheter le lait en poudre et les couches au village, c'était un geste désespéré pour gagner du temps, pour retarder l'inévitable confrontation. Mais il savait que la situation ne pouvait pas durer. Tôt ou tard, quelqu'un finirait par s'interroger. Tôt ou tard, la vérité éclaterait. C'est alors que Marie-Claire avait pris sa décision. Dans son journal, les dernières entrées, datées du 26 et 27 janvier 1979, révélaient ses pensées dans ces moments cruciaux. Elle écrivait « Je dois partir. C'est la seule solution. Si je reste ici, il finira par nous faire du mal, à Gabriel et à moi. Je ne peux pas faire confiance à la police ou aux services sociaux. Qui croirait qu'un père respecté a fait ça à sa propre fille? Il me prendrait de Gabriel, il me mettrait dans un asile, et lui continuerait sa vie comme si de rien n'était. Non, je dois disparaître complètement. Recommencer ailleurs, sous un nouveau nom, avec mon fils. C'est la seule façon de nous protéger. Mais comment une jeune fille de 17 ans, affaiblie par un accouchement difficile, sans argent, sans contact, pouvait-elle s'enfuir avec un nouveau-né en plein hiver? C'est là que le journal révélait un détail crucial que personne n'avait soupçonné. Marie-Claire n'était pas seule. Elle avait une alliée. Quelques mois plus tôt, en septembre 1978, lors de cette visite au cabinet du docteur Beaumont,
Marie-Claire avait croisé dans la salle d'attente une femme qu'elle n'avait pas vue depuis des années, Madeleine Garnier, l'ancienne institutrice de l'école primaire qui avait pris sa retraite en 1975. Madame Garnier, qui avait alors 62 ans, habitait seule dans une petite maison en périphérie d'Alençon depuis la mort de son mari 2 ans plus tôt. Les deux femmes s'étaient reconnues, et Madame Garnier avait été frappée par l'aspect de Marie-Claire. La jeune fille semblait terrorisée, amaigrie malgré son ventre qui commençait à s'arrondir sous sa robe ample. Quelque chose dans son regard avait touché l'ancienne institutrice, qui avait toujours eu un instinct particulier pour détecter les enfants en détresse. Elle avait discrètement glissé un morceau de papier à Marie-Claire, avec son adresse et son numéro de téléphone, murmurant « Si tu as besoin d'aide, n'importe quand, appelle-moi ». Marie-Claire avait gardé ce papier précieusement. Dans son journal, elle écrivait avoir hésité pendant des semaines avant de téléphoner, mais en décembre 1978, alors que sa grossesse devenait impossible à cacher et que la pression d'Henri augmentait, elle avait profité d'un moment où son père était au champ pour utiliser le téléphone de la maison. Elle avait appelé Madame Garnier et dans un flot de paroles entrecoupées de sanglots, elle avait tout raconté. L'ancienne institutrice avait été horrifiée, mais n'avait pas jugé. Elle avait écouté, vraiment écouté, et elle avait cru Marie-Claire. C'était la première fois en 2 ans que quelqu'un croyait la jeune fille. Madame Garnier lui avait dit qu'elle l'aiderait, qu'elles trouveraient une solution ensemble. Elles avaient établi un plan. Après la naissance du bébé, quand Marie-Claire se sentirait prête, elle appellerait Madame Garnier qui viendrait la chercher. Elle partirait loin, vers le sud peut-être, où personne ne les connaîtrait, et Marie-Claire pourrait recommencer sa vie. Le samedi 27 janvier au soir, alors que la tempête de neige faisait rage dehors, Marie-Claire avait réussi à passer un dernier appel téléphonique pendant qu'Henri était dans la grange. Elle avait dit à Madame Garnier qu'elle ne pouvait plus attendre, que c'était maintenant ou jamais. L'ancienne institutrice, malgré la tempête, malgré le danger, avait pris sa vieille Peugeot 204 et s'était mise en route. Le trajet d'Alençon jusqu'à la ferme Lefebvre, qui prenait normalement 20 minutes, lui avait pris près de 2 heures dans ces conditions épouvantables. Mais elle était venue. Vers 3 heures du matin, elle était arrivée près de la ferme. Elle n'avait pas osé s'engager dans le chemin de terre, de peur de rester coincée dans la neige ou d'alerter Henri. Elle avait garé sa voiture sur le bas-côté de la route départementale et avait attendu dans le noir, le moteur coupé, grelottant de froid, malgré son manteau épais. Marie-Claire, qui guettait depuis des heures, avait vu les phares s'arrêter au bout du chemin. Elle avait attendu que son père, épuisé, soit profondément endormi. Puis, avec une détermination que la maternité lui avait donnée, elle s'était levée, malgré la douleur de son corps, encore meurtri par l'accouchement. Elle avait habillé Gabriel avec plusieurs couches de vêtements, l'avait enveloppé dans une couverture en laine, puis dans une autre. Elle avait enfilé son manteau d'hiver, pris le sac qu'elle avait préparé avec quelques affaires essentielles, et elle était sortie de sa chambre. Elle avait descendu l'escalier en bois, centimètre par centimètre, terrorisée à l'idée qu'une marche craque et réveille Henri. Gabriel, miraculeusement, dormait contre sa poitrine, bien au chaud. Quand elle avait atteint le rez-de-chaussée, elle avait vu la lumière filtrer sous la porte de la chambre de son père. Son cœur battait si fort qu'elle avait cru qu'il allait éclater. Mais la porte était restée fermée et aucun bruit ne venait de la pièce. Elle avait ouvert la porte d'entrée avec une lenteur infinie, priant pour que les gonds ne grincent pas. Le vent glacial de la tempête l'avait frappée de plein fouet, manquant de la faire tomber en arrière. La neige tombait toujours, dense et aveuglante. Elle avait serré Gabriel plus fort contre elle et s'était avancée dans la nuit. La marche jusqu'à la route avait été un cauchemar. La neige lui arrivait jusqu'aux genoux par endroits. Chaque pas était un effort épuisant. Elle avait failli tomber plusieurs fois, mais l'instinct de protéger son bébé la maintenait debout. Le froid mordait son visage exposé, et elle sentait ses pieds s'engourdir dans ses bottes mal isolées. Mais elle continuait, mètre après mètre, s'accrochant à l'espoir de la liberté qui l'attendait au bout de ce chemin.
Quand elle avait finalement atteint la Peugeot de Madame Garnier, elle était au bord de l'effondrement. L'ancienne institutrice l'avait aidée à monter dans la voiture, avait pris Gabriel pendant que Marie-Claire s'installait, puis avait démarré immédiatement. Elle s'était éloignée dans la nuit, les essuie-glaces luttant contre la neige qui s'accumulait sur le pare-brise. Mais il y avait un problème que Marie-Claire n'avait pas anticipé dans sa fuite précipitée. Elle avait laissé son journal derrière elle. Ce cahier rouge qui contenait toute la vérité, tous ses secrets les plus douloureux, était resté caché sous son matelas dans sa chambre. Dans la panique et l'urgence de la fuite, elle l'avait oublié. Le lendemain matin, quand Henri s'était réveillé et avait découvert la disparition de Marie-Claire et de Gabriel, sa première réaction avait été le choc, puis la panique. Il avait fouillé toute la maison, espérant trouver un indice de l'endroit où elle avait pu aller. C'est alors qu'il avait trouvé le journal sous le matelas. Il l'avait lu, et ce qu'il y avait découvert l'avait glacé d'horreur. Sa fille avait tout écrit, tout. Si quelqu'un trouvait ce cahier, il serait détruit. Non seulement sa réputation, mais sa liberté même. Henri avait pris une décision rapide. Il devait cacher ce journal, le faire disparaître définitivement. Mais il ne pouvait pas simplement le brûler dans la cheminée. Cela semblerait suspect si quelqu'un venait fouiller. Il devait le cacher ailleurs, loin de la ferme. C'est alors qu'il avait pensé à la vieille ferme Gauthier, abandonnée depuis des années. Personne n'y allait jamais. Ce serait l'endroit parfait. Dans l'après-midi du dimanche, avant d'aller se dénoncer à la gendarmerie, Henri avait pris le sac de voyage de Marie-Claire, y avait mis le journal ainsi que quelques vêtements pour faire croire qu'elle l'avait emporté avec elle, et était parti à pied vers la ferme Gauthier. La neige rendait la marche difficile, mais il était habitué aux conditions difficiles. Il connaissait tous les chemins de traverse de la région. Arrivé à la vieille ferme, il était entré dans la grange délabrée. Il avait cherché un endroit où cacher le sac, quelque part où il ne serait pas trouvé par hasard. Il avait remarqué cet espace étroit derrière la cloison de bois, accessible en soulevant quelques planches. Il y avait glissé le sac, puis avait remis les planches en place. Le travail était bien fait. Personne ne remarquerait jamais cette cachette, sauf si quelqu'un démontait entièrement la cloison, ce qui semblait hautement improbable dans une grange abandonnée promise à l'effondrement. Puis Henri était retourné à sa ferme, avait pris une douche pour enlever la poussière et la saleté, s'était changé et s'était mis en route vers le village pour dénoncer la disparition de sa fille. Il avait inventé l'histoire de Marie-Claire partie dans la nuit, sachant que sans le journal comme preuve, personne ne pourrait vraiment savoir ce qui s'était passé. Il avait misé sur le fait que Marie-Claire, par honte et par peur, ne reviendrait jamais témoigner contre lui. Maintenant, 8 ans plus tard, son plan minutieux s'effondrait. Le journal avait été retrouvé, et avec lui, toute la vérité éclatait au grand jour. Henri savait que sa vie telle qu'il l'avait connue était terminée. Il n'y aurait pas d'échappatoire cette fois. L'inspecteur Martineau, après avoir entendu ses aveux accablants, avait une question cruciale. Où était Marie-Claire maintenant? Était-elle encore en vie? Et qu'était devenu le petit Gabriel? Henri avait juré qu'il ne savait pas. Il affirmait que Marie-Claire ne l'avait jamais contacté après cette nuit, qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Et curieusement, malgré tous ces mensonges, les enquêteurs avaient tendance à le croire sur ce point. Henri semblait vraiment ne pas savoir ce qu'était devenue sa fille. La piste de Madeleine Garnier, mentionnée dans le journal, était maintenant prioritaire. Les gendarmes s'étaient immédiatement rendus à son ancienne adresse à Alençon. Mais la maison était occupée par de nouveaux propriétaires depuis 1983. Les voisins avaient expliqué que Madame Garnier avait déménagé quelque part dans le sud de la France, mais personne ne savait exactement où. Elle avait coupé les ponts avec sa vie d'avant, ce qui, rétrospectivement, prenait tout son sens. Des recherches avaient été lancées dans tous les départements du sud. L'administration avait été contactée pour retrouver toute trace de Madeleine Garnier. Changement d'adresse, nouvelles inscriptions, certificats médicaux, tout ce qui pourrait laisser une piste. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais l'inspecteur Martineau était déterminé. Après 8 ans,
Il avait enfin une chance de résoudre cette affaire qui l'avait hanté tout ce temps. Les médias s'étaient emparés de l'histoire. Les journaux locaux, puis nationaux, avaient publié des articles détaillés sur l'affaire Lefebvre. Le cas avait choqué toute la France. Un père qui abuse de sa propre fille, un enfant né de l'inceste, une fuite désespérée dans la tempête, un secret caché pendant 8 ans. C'était le genre d'histoire sordide qui fascine et répugne à la fois l'opinion publique. À Saint-Martin-le-Vieux, le scandale avait été dévastateur. Les villageois se sentaient trahis, horrifiés, coupables aussi de n'avoir rien vu, rien soupçonné pendant toutes ces années. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment Henri Lefebvre, cet homme qu'il côtoyait depuis toujours, avait-il pu commettre de tels actes monstrueux sous leurs yeux sans qu'ils ne s'en rendent compte? Le procès d'Henri Lefebvre avait commencé en novembre 1987. Il était accusé de viols répétés sur mineurs, d'inceste, de séquestration et de mise en danger de la vie d'autrui. Les témoignages avaient été accablants. Le docteur Beaumont avait expliqué comment il avait manqué les signes de la grossesse rongée par la culpabilité. Simone Dumas avait témoigné des changements de comportement d'Henri après la mort de sa sœur et de ses regrets de ne pas avoir insisté pour voir Marie-Claire plus souvent. Le journal de Marie-Claire avait été lu en partie lors du procès, malgré les objections de la défense. Les mots de la jeune fille, sa douleur, sa peur, sa solitude absolue, avaient ému jusqu'aux jurés les plus endurcis. Plusieurs personnes dans la salle d'audience avaient pleuré en entendant ces passages déchirants. Henri lui-même semblait brisé. Il n'essayait plus de se défendre, ne cherchait plus d'excuses. Il écoutait les témoignages avec une expression de résignation totale, comme un homme qui sait qu'il n'y a plus aucun espoir de rédemption. Son avocat avait plaidé une forme de folie temporaire causée par le chagrin après la mort de Geneviève. Mais personne n'était dupe. Henri Lefebvre savait exactement ce qu'il faisait quand il abusait de sa propre fille. Il avait fait des choix conscients, jour après jour, pendant plus d'1 an. Le verdict était tombé le 15 décembre 1987. Henri Lefebvre était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il était condamné à 20 ans de réclusion criminelle. C'était une peine lourde, mais beaucoup estimaient qu'elle n'était pas assez sévère pour les crimes qu'il avait commis. Henri avait été emmené immédiatement pour purger sa peine à la maison d'arrêt d'Alençon, avant d'être transféré dans une prison de haute sécurité. Mais l'affaire n'était pas terminée pour autant. La question cruciale restait sans réponse. Où était Marie-Claire? Était-elle encore en vie? Et qu'était devenu Gabriel, qui aurait maintenant 8 ans? C'est en janvier 1988, 1 mois après le procès d'Henri, qu'une lettre était arrivée au bureau de l'inspecteur Martineau. Elle venait de Montpellier, dans le sud de la France, et l'enveloppe ne portait pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec quelques lignes écrites d'une écriture fine et appliquée que Martineau avait immédiatement reconnue. C'était celle du journal de Marie-Claire. La lettre disait « Inspecteur Martineau, j'ai lu dans les journaux ce qui s'est passé. Je voulais que vous sachiez que Gabriel et moi allons bien. Nous vivons en sécurité depuis 8 ans, loin de tout ce cauchemar. Je ne reviendrai jamais témoigner. Je ne veux pas revivre tout ça devant un tribunal, devant des juges et des journalistes qui disséqueront ma vie comme un spécimen de laboratoire. Mon père a été condamné, c'est tout ce qui compte. Gabriel ne sait rien de ses origines et je préfère qu'il ne sache jamais. Il croit que son père est mort avant sa naissance. C'est mieux ainsi. Je vous demande de respecter notre choix et de ne pas nous chercher. Nous avons construit une nouvelle vie et nous méritons la paix. Madame Garnier est décédée en 1985 d'un cancer. Elle m'a sauvé la vie, à Gabriel et à moi, et je penserai à elle chaque jour jusqu'à ma mort. Merci d'avoir cru en moi, même sans m'avoir jamais rencontré. Marie-Claire. L'inspecteur Martineau avait lu et relu cette lettre des dizaines de fois. Une partie de lui voulait respecter le souhait de Marie-Claire et la laisser tranquille. Elle avait suffisamment souffert. Mais une autre partie, celle du policier consciencieux, savait qu'il devait au moins vérifier qu'elle allait réellement bien.
que personne ne l'avait forcé à écrire cette lettre. Il avait lancé des recherches discrètes dans la région de Montpellier. Pas une enquête officielle avec des avis de recherche, mais des vérifications subtiles auprès des écoles, des registres municipaux, des services sociaux. Il cherchait une jeune femme de 26 ans avec un enfant de 8 ans, arrivée dans la région vers 1979 ou 80, vivant sous un nom différent. Cela avait pris plusieurs semaines, mais finalement une piste avait émergé. Une certaine Claire Duval, arrivée à Montpellier en mars 1979 avec un nourrisson, vivait dans un petit appartement du quartier de la Mosson. Elle travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite depuis 1982. Son fils, qu'elle appelait Gabriel Duval, était scolarisé à l'école primaire du quartier et semblait être un enfant normal et épanoui selon ses instituteurs. L'inspecteur Martineau avait pris une décision inhabituelle pour un homme de loi. Il avait décidé de ne pas révéler officiellement l'identité et la localisation de Marie-Claire. Dans son rapport final sur l'affaire Lefebvre, il avait simplement noté « La victime a été localisée et contactée. Elle va bien et refuse catégoriquement toute démarche judiciaire supplémentaire. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant mineur et compte tenu de la condamnation déjà prononcée contre Henri Lefebvre, il est recommandé de clore le dossier et de respecter l'anonymat de la victime. » Ses supérieurs, comprenant la situation délicate et la sensibilité de l'affaire, avaient accepté cette conclusion. Marie-Claire Lefebvre, ou plutôt Claire Duval, disparaîtrait à nouveau, cette fois avec la bénédiction tacite des autorités. Mais Martineau avait voulu la voir une dernière fois, ne serait-ce que pour s'assurer de ses propres yeux qu'elle était vraiment en sécurité. Un après-midi de février 1988, il s'était rendu à Montpellier sans prévenir. Il avait attendu devant l'école primaire, à l'heure de la sortie des classes, se fondant dans la foule des parents. À 16 heures, les enfants étaient sortis dans un joyeux brouhaha. Et puis il l'avait vue. Marie-Claire, ou Claire comme elle se faisait appeler maintenant, attendait près du portail. Elle avait changé, bien sûr. Ses cheveux étaient de plus courts, teints d'un châtain plus foncé. Elle portait des vêtements simples mais soignés, un jean et un pull bleu. Mais c'était surtout ses yeux qui avaient changé. Il n'avait plus cette terreur, cette résignation qu'on voyait sur sa photo de lycéenne. Il y avait une sérénité nouvelle, une force tranquille. Un petit garçon aux cheveux bruns et aux yeux bleus était sorti en courant et s'était jeté dans ses bras. Gabriel. Il riait, racontait sa journée avec l'enthousiasme typique d'un enfant de 8 ans. Marie-Claire l'écoutait avec un sourire, le serrait contre elle avec une tendresse évidente. Ils étaient partis ensemble, main dans la main, se dirigeant vers l'arrêt de bus. L'inspecteur Martineau les avait regardés s'éloigner, et pour la première fois depuis le début de cette affaire, il avait senti un véritable soulagement. Marie-Claire avait survécu. Elle avait réussi à construire une vie normale pour elle et son fils, malgré tout. C'était peut-être la seule victoire possible dans cette histoire tragique. Il n'avait jamais révélé à personne, pas même à ses collègues les plus proches, qu'il avait retrouvé Marie-Claire. C'était son secret, une dernière protection qu'il pouvait lui offrir. Henri Lefebvre était mort en prison en 1993, 5 ans seulement après le début de sa peine. Officiellement, c'était une crise cardiaque. Mais ceux qui connaissaient la vie en prison savaient que les hommes condamnés pour crimes sexuels, en particulier contre des enfants ou des membres de leur famille, n'étaient pas bien traités par les autres détenus. La mort d'Henri était peut-être naturelle, ou peut-être pas. L'enquête avait été brève et personne n'avait vraiment cherché à approfondir. Simone Dumas, la tante de Marie-Claire, était décédée en 1995. Elle n'avait jamais su que sa nièce était vivante et en sécurité. Elle était morte, en croyant que Marie-Claire avait peut-être péri quelque part dans la campagne normande cette nuit de tempête, avec son bébé dans les bras. C'était une pensée tragique. Mais Martineau savait que révéler la vérité aurait pu compromettre la sécurité de Marie-Claire. Certains secrets devaient rester secrets. La ferme Lefebvre avait été vendue aux enchères pour payer les frais de justice et les dettes accumulées.
Un jeune couple d'agriculteurs l'avait acheté en 1994 et avait rénové la maison et les bâtiments. Ils ne savaient rien de l'histoire sombre qui s'y était déroulée et les anciens du village avaient préféré ne pas en parler. Il fallait tourner la page, oublier, recommencer. L'inspecteur Martineau avait pris sa retraite en 1995, après 35 ans de service. L'affaire Lefebvre restait l'une des plus difficiles de sa carrière, mais aussi celle qui lui avait appris le plus sur la complexité de la justice. Parfois, la vraie justice n'était pas dans les tribunaux et les condamnations. Parfois, elle était simplement de permettre à une victime de vivre sa vie en paix, loin de tout ce qui lui avait fait du mal. En 2003, 24 ans après les événements, un journaliste d'investigation avait voulu écrire un livre sur l'affaire Lefebvre. Il avait contacté plusieurs personnes impliquées, dont l'inspecteur Martineau, maintenant âgé de 78 ans. Le vieux policier avait refusé catégoriquement de participer au projet. Quand le journaliste avait insisté, lui demandant s'il savait ce qu'était devenue Marie-Claire, Martineau avait simplement répondu « Même si je le savais, je ne vous le dirai pas. Cette jeune femme a droit à sa vie privée, elle a suffisamment souffert, laissez-la tranquille. » Le journaliste avait finalement abandonné son projet, faute de témoignages suffisants et de coopération des autorités. L'histoire de Marie-Claire Lefebvre restait ainsi incomplète dans les archives publiques, ce qui était exactement ce que tous ceux qui l'avaient vraiment connue souhaitaient. À Saint-Martin-le-Vieux, l'affaire était devenue une partie sombre de l'histoire locale dont on ne parlait qu'à voix basse. Les nouvelles générations connaissaient vaguement l'histoire de la fille qui avait disparu, mais les détails s'estompaient avec le temps. C'était mieux ainsi. Certaines blessures ne guérissent que dans l'oubli. Marie-Claire, sous son nouveau nom de Claire Duval, avait continué sa vie à Montpellier. Elle avait progressé dans sa carrière d'aide-soignante, devenant finalement infirmière après avoir repris des études en cours du soir. Gabriel avait grandi pour devenir un jeune homme équilibré, étudiant en ingénierie à l'université de Toulouse. Il ne saurait jamais la vérité sur ses origines et c'était le plus grand cadeau que sa mère pouvait lui offrir, la possibilité de vivre sans être définie par les crimes de son père biologique. Parfois, Claire pensait encore à cette nuit de janvier 1979, quand elle avait marché dans la tempête avec son nouveau-né contre sa poitrine, chaque pas la rapprochant de la liberté. Elle pensait à Madame Garnier, cette femme extraordinaire qui avait risqué tout pour sauver une jeune fille qu'elle connaissait à peine. Elle pensait aussi, malgré elle, à son père Henri, se demandant s'il avait jamais vraiment compris la monstruosité de ses actes avant de mourir. Mais ces pensées venaient de moins en moins souvent. La vie de Claire était remplie maintenant de petits bonheurs quotidiens. Les rires de Gabriel, les patients qu'elle soignait avec dévouement, les collègues devenus amis, les vacances d'été à la plage, les dimanches tranquilles à lire dans son petit jardin. C'était une vie simple, ordinaire, et c'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu. L'histoire de Marie-Claire Lefebvre est une histoire de survie contre toute attente. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a refusé de rester victime, qui a trouvé le courage de fuir, malgré la terreur et la faiblesse physique. C'est aussi l'histoire de la bonté inattendue d'une étrangère, Madeleine Garnier, qui a choisi d'aider sans juger, de protéger sans rien demander en retour. Et c'est finalement l'histoire d'un système qui, exceptionnellement, a su reconnaître que parfois, la meilleure justice est de laisser les victimes reconstruire leur vie loin des projecteurs et des procès interminables. Les secrets de famille sont parmi les plus destructeurs qui soient. Quand ils impliquent l'abus, l'inceste, la violence, ils peuvent détruire des vies pendant des générations. Mais cette histoire nous montre aussi que même dans les circonstances les plus sombres, l'espoir et la résilience humaine peuvent triompher. Marie-Claire a choisi la vie pour elle et son fils, et cette décision prise dans une nuit de tempête hivernale a changé le cours de leur destin. Cette histoire nous montre comment les secrets familiaux peuvent détruire des vies, mais aussi comment le courage et la solidarité peuvent offrir une seconde chance, même dans les situations les plus désespérées. Qu'en pensez-vous?
Auriez-vous fait le même choix que l'inspecteur Martineau de protéger l'identité de Marie-Claire plutôt que d'insister pour qu'elle témoigne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché et que vous appréciez ce type d'enquête approfondie sur des cas réels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Laissez un like si ce récit vous a marqué et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse également aux mystères et aux histoires vraies qui nous rappellent la complexité de la nature humaine.